Bonjour, je lance aujourd'hui une série de reportages consacrés à cette question. Les projets de décarbonation ou de puits carbone sont-ils une opportunité ou un danger pour les forêts et en particulier pour les forêts privées? En effet, nous le constatons tous, les enjeux croissants de décarbonation incitent à utiliser de plus en plus le bois, par exemple pour réduire le recours aux énergies fossiles ou encore pour construire en ossature au bois. Mais, même si leur superficie a doublé depuis 1850, sait-on vraiment si nos forêts métropolitaines sont capables de répondre à cette demande croissante tout en maintenant leur capacité à fixer le carbone et en fournissant toujours des services de type écosystémique? Je n'ai pas trouvé une réponse qui fasse consensus. Je n'ai pas trouvé de réponse claire d'ailleurs du tout. Le but de ces reportages est donc de nous permettre, de vous permettre, de nous faire notre propre idée. Ces reportages visent aussi à rappeler à quel point les forêts privées sont sans doute la priorité. Elles représentent en effet 75% de la superficie des forêts de l'Hexagone, mais alors que presque toutes les forêts publiques, en tout cas celles importantes, sont couvertes par des documents de gestion dits durables, seuls 27% des forêts privées en bénéficient. Elles sont en outre morcelées, leur taille est faible, en moyenne moins de 4 hectares. Tout cela complique grandement tout projet de mise en valeur. Leur exploitabilité est réduite. Les forêts françaises sont donc très largement privées et, pour la majorité, assez délicates à travailler. Aussi, quelle que soit la finalité des projets envisagés, ce maillon faible forêt privée est donc bien l'une des clés. Aussi sont-elles au centre de nos reportages. Le but est d'explorer quelques-uns des moyens pour réussir ce que j'appelle l'équation 3S plus R. Le premier S réunit les enjeux de substitution. Il s'agit de comprendre de quelle manière le bois peut durablement remplacer une partie des énergies fossiles. Le second S veut dire séquestration ou stockage, c'est selon, c'est-à-dire toutes ces solutions pour capter du carbone, notamment en allant vers des forêts capables de produire du bois d'œuvre. Le troisième S regroupe tous les enjeux autour des services écosystémiques et plus largement de la multifonctionnalité des forêts. Et la liste dans ce domaine est longue. Quelques exemples rapides: protéger la biodiversité, enrichir ou régénérer les sols, exploiter les forêts comme des lieux récréatifs ou sociaux. À cette série de S, un peu revisitée, plus j'avance, plus j'ai la conviction qu'il est vraiment indispensable de rajouter un R dans l'équation, le R de robustesse. Les preuves abondent en effet qui montrent que ces projets forestiers, privés et publics, sont aussi des moyens pour nous aider à encaisser des chocs, à nous adapter, à mieux résister, à être plus résilients. Nous prendrons donc le temps d'en parler. Pour explorer cette équation 3S plus R, chaque reportage à venir examine une piste. Il devrait y en avoir 5. Le premier passe par le développement d'actions collectives entre propriétaires privés. Le but est bien de constituer des unités de gestion forestière d'une taille suffisante pour pouvoir les valoriser tout en protégeant leur biodiversité et en luttant contre le dépérissement ou contre les incendies. À ce sujet, nous avons notamment interviewé Grégoire Gontier du CERPEF de Corrèze. Il nous aide à comprendre de quelle manière le CNPF agit localement pour stimuler ces actions collectives. Plus largement, Grégoire nous dit aussi quelques mots sur son analyse des priorités à court et moyen terme pour les forêts privées. Nous avons eu aussi la chance d'échanger avec plusieurs associations syndicales libres de gestion forestière. Par exemple, celle du pays de Tulle. Nous avons interviewé son président, Pierre-Marie Descamps, et son animateur, Vincent Fidon. Avec ce premier reportage, vous comprendrez ainsi de quelle manière les propriétaires forestiers privés peuvent se réunir afin d'augmenter leurs moyens d'agir tout en conservant leur liberté. Le second des moyens explorés relève de l'action publique. Cela surprendra peut-être quelques-uns d'entre vous, mais plus j'avance dans ces travaux, plus je constate à quel point l'une des clés est bien dans l'invention de nouvelles stratégies publiques. Le sujet valorisation des forêts privées n'échappe pas à cette règle, tout au contraire. Pour esquisser cette nouvelle grammaire des coopérations publiques-privées en forêt, ma route est d'abord passée par Angoulême, pour une rencontre organisée par l'ADEME, nommée Territoire engagé, et qui était consacrée aux méthodes pour gérer les forêts dans un contexte de changement climatique. Elle s'est ensuite arrêtée en juillet sur le plateau des Mille Vaches, avec une partie de l'équipe du parc naturel régional du même nom, notamment avec Julien Goubely et Olivier Zapia. J'ai eu aussi la chance d'interviewer Éric Belloin, le maire de Saint-Clément,
qui est également vice-président de la communauté d'agglomération de Tulle. Ce second reportage vous donnera ainsi les clés de quelques-uns des dispositifs publics à même d'être utilisés. Pour mieux valoriser les forêts privées, la troisième piste relève des logiques de type label bas carbone. Ce type de mesures permettent-elles de stimuler les actions des propriétaires forestiers privés? Que proposent-elles d'ailleurs vraiment? Comment pourraient-elles évoluer? Pour le comprendre, nous avons interviewé Dominique Cacot du CERPEF Limousin. Elle est en charge du programme Forêt et Carbone pour cette région. Nous avons eu aussi la chance d'échanger avec quelques-uns des acteurs engagés dans les grands projets industriels qui cherchent à valoriser les biomasses, le bois notamment, mais pas seulement, pour décarboner les carburants fossiles. Vous le verrez, cette troisième piste est encore émergente. Elle a toutefois nombre de potentialités. Cette troisième série de reportages vous permettra de mieux les envisager. Le quatrième reportage à venir prolonge le précédent. Il explore les pistes de diversification des revenus issus des forêts. On le sait tous, la forêt ne sert pas qu'à produire du bois. Or, pourtant aujourd'hui, il est rare que l'on parvienne à la valoriser grâce à d'autres apports. C'est cette étrange contradiction qui anime cette quatrième série de reportages. Vous le verrez, les interviews réalisées présentent quelques-unes des pistes pour diversifier l'économie forestière et aussi pour valoriser leur multifonctionnalité. Xavier Blanc et son formidable projet Être en forêt, dans la Haute-Vienne, à 1 heure à l'est de Limoges, est un premier exemple concret. D'autres pistes de portée plus large sans doute émergent, avec des solutions comme les paiements pour services environnementaux forestiers ou encore les projets de type Land to Market que nous avons étudiés avec David Amar. Ce quatrième sujet est encore en chantier. Nous espérons par exemple pouvoir échanger avec d'autres porteurs de projets ou avec des associations, par exemple avec Silvact. Le cinquième reportage sera une conclusion provisoire en mode proposition. À ce stade d'ailleurs, permettez-moi de faire un pari. Si vous avez le temps de suivre tout ce parcours, la majorité d'entre vous pourrait bien aboutir à la même hypothèse que moi. En s'inspirant des projets de mix énergétique, j'ai en effet l'impression que réussir à transformer une partie des projets de décarbonation en une opportunité pour les forêts privées va exiger d'inventer un mix de solutions forestières. Son but consisterait notamment à réunir les différents types d'actions examinées dans une seule et même logique d'organisation réinventée dans chaque territoire et pour chaque type de forêt. Ce sera l'objet donc du dernier sujet proposé dans cette série. Le suspense est à son comble, nous verrons bien si mon pari est gagné et si cette hypothèse vous séduit ou pas. Avant cela, ma route pour travailler ces reportages se poursuit. Le but de cette première vidéo introductive consiste d'ailleurs à vous solliciter à ce sujet. Si vous êtes ou si vous connaissez l'une des personnes qui agissent, qui tentent, qui expérimentent, qui étudient, qui envisagent des réponses à la question explorée, prenez s'il vous plaît contact avec moi, j'aurai vraiment plaisir à échanger avec vous. Dans cette attente, je vous souhaite le meilleur et je vous dis donc à très vite pour les premiers reportages.